On est littéralement bombardé d'infos en permanence. La vraie question, c'est comment fait-on pour transformer tout ça en un véritable avantage stratégique? C'est tout l'enjeu. Dans cette analyse, on va justement décortiquer comment naviguer dans ce véritable océan de données pour en sortir quelque chose de précieux. Et voilà, on touche au cœur du paradoxe de notre époque. On n'a jamais eu autant de données et en même temps, jamais eu aussi peu de renseignements fiables. Avoir accès à tout, ça ne veut pas dire qu'on comprend tout, loin de là. L'intelligence, la vraie, c'est-à-dire l'info qui a été vérifiée, mise en contexte et sur laquelle on peut agir, eh bien ça, c'est devenu la perle rare. Le nerf de la guerre aujourd'hui, ce n'est plus de trouver l'info, c'est de savoir la filtrer. Alors, pour y voir plus clair, voilà le plan de match. On va commencer par ce problème de surcharge informationnelle, ensuite on va plonger dans le triptyque stratégique de l'IE, puis on décortiquera le cycle du renseignement et la boîte à outils de l'analyste. Et pour finir, le plus important, comment passer de la simple info à un véritable avantage concurrentiel. C'est parti. Alors, commençons par le commencement. Il faut bien cerner la nature du problème. Ce n'est pas juste qu'on a trop d'infos, c'est surtout qu'on manque cruellement de renseignements clairs et exploitables. Voilà une définition qui est vraiment la pierre angulaire de tout. Elle vient du rapport Martre de 1994, une référence en France, et il y a deux mots qui sont absolument clés ici. D'abord, action coordonnée. Ça veut dire que l'intelligence économique, ce n'est pas le travail d'un loup solitaire, c'est un vrai sport d'équipe. Et ensuite, obtenu légalement. Ça, c'est la ligne rouge à ne jamais franchir. La différence fondamentale entre l'intelligence et, disons-le clairement, l'espionnage industriel. Cette phrase, elle résume tout. C'est exactement ça, l'objectif. On n'est pas là pour accumuler des données brutes, pour faire de la collection. Non. Le but, c'est de transformer cette matière brute, de la raffiner, presque de la distiller, pour en extraire une connaissance pure. Quelque chose qu'un décideur peut utiliser, là, tout de suite. C'est un peu comme de l'alchimie moderne. Transformer le plomb de l'information en or de la décision stratégique. Ok, mais alors comment on fait ça concrètement? Comment s'opère cette fameuse transformation? Eh bien, tout repose sur un cadre, une structure en 3 parties. Un triptyque stratégique qu'on va découvrir tout de suite. Alors là, attention, c'est super important de faire la différence. Veille et intelligence économique, ce n'est pas la même chose. La veille, c'est l'écoute. On tend l'oreille, on regarde ce qui se passe. C'est souvent assez passif. L'IE, c'est un autre niveau. C'est un système complet, proactif, offensif même. Bien sûr, ça inclut la veille, l'écoute, mais ça ajoute 2 dimensions cruciales. La protection de ses propres informations et la capacité à influencer le jeu. Pour faire simple, c'est la différence entre être dans les gradins et être sur le terrain. Et ce système, il tient sur 3 piliers. Ils sont vraiment indissociables. D'un côté, la veille, c'est le radar, ce qui permet de capter les signaux, faibles ou forts, dans l'environnement. Ensuite, la protection, c'est le bouclier, pour mettre ces infos stratégiques à l'abri. Et enfin, l'influence. Ça, c'est le levier d'action, pour utiliser ce qu'on a appris et modeler activement les règles du jeu à son avantage. L'image du tabouret à 3 pieds est parfaite pour ça. Si on en enlève un seul, tout s'écroule. Pensez-y. Faire une veille hyper pointue sans protéger ses infos, c'est un peu comme laisser la porte de son coffre-fort ouverte. À l'inverse, se blinder, se protéger sans faire de veille, c'est s'enfermer dans une forteresse sans fenêtre. On est en sécurité, mais on ne voit rien. Et essayer d'influencer sans veille mi-protection, là c'est carrément naviguer en plein brouillard. C'est un trio, ça ne fonctionne pas séparément. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre stratégique, le quoi, on va s'intéresser à la mécanique, au comment. Comment ça marche au jour le jour? C'est là qu'intervient le cycle du renseignement. C'est vraiment le moteur qui fait tout tourner. Ce cycle, c'est la colonne vertébrale de tout le processus. 5 étapes. Mais attention, la pire erreur serait de l'imaginer comme une ligne droite. Un truc qu'on fait une fois et c'est fini. Pas du tout. C'est une boucle, un cercle vertueux. Chaque fois qu'on diffuse un renseignement, ça nourrit la réflexion et ça permet d'affiner les questions pour le tour d'après. Ça ne s'arrête jamais, ça s'affine en permanence. Et franchement, s'il y a une étape à graver dans le marbre, c'est bien la première, l'orientation. Pourquoi? Parce que sans une bonne question au départ, une question claire, précise, pertinente, on peut dépenser une énergie folle, collecter des montagnes de données pour absolument rien. Tout ça finira à la poubelle. C'est aussi simple que ça. La qualité de la réponse est directement liée à la qualité de la question. Allez, un exemple concret pour que ce soit bien clair. Imaginez qu'on veuille lancer un produit en Allemagne. La grande question, le besoin prioritaire, c'est comment on fait pour réussir là-bas? Bon, c'est beaucoup trop vague pour commencer à travailler. Alors on va découper ce gros besoin en questions plus petites, plus précises, les besoins spécifiques.
Par exemple, qui sont les 3 principaux concurrents et à quel prix ils vendent? Quelles sont les normes techniques à respecter? Concrètement, qu'est-ce que les clients allemands attendent de ce type de produit? Et là, tout de suite, on a une feuille de route claire pour la collecte. Ça devient faisable. Voilà. Une fois qu'on sait ce qu'on cherche, il faut bien trouver les bons outils pour le trouver. Et ça nous amène directement à la boîte à outils de l'analyste. On va voir quelques techniques de base pour mener l'enquête efficacement. Alors oui, tout le monde sait utiliser un moteur de recherche. Mais savoir le maîtriser, c'est une toute autre histoire. Ces opérateurs de recherche, ce sont des super pouvoirs pour l'analyste. Ils transforment une recherche un peu au hasard en une investigation de précision chirurgicale. Par exemple, avec filetype.pdf, on va dénicher des rapports officiels que personne ne voit. Avec Scite, on peut passer au peigne fin tout le site web d'un concurrent. Ce ne sont pas des petits gadgets, ce sont de vrais multiplicateurs de performance. C'est bien beau de collecter plein d'infos. Mais après arrive la question qui tue. Comment on sait si c'est fiable? Comment on fait le tri dans tout ça? C'est une étape non seulement critique, mais absolument fondamentale. Heureusement, il y a des méthodes pour ça. L'une des plus connues, c'est le test CRAP. C'est un cadre d'analyse super simple et hyper efficace pour évaluer n'importe quelle source. En gros, ça oblige à mettre sa casquette d'enquêteur et à se poser les bonnes questions. Est-ce que l'info est récente? Est-ce qu'elle est pertinente pour ma recherche? Qui est l'auteur? Est-il crédible? Est-ce que c'est basé sur des preuves? Et surtout, dans quel but cette information a été créée? C'est une sorte de checklist d'hygiène intellectuelle à avoir en permanence. Et la règle d'or, le standard absolu en matière de validation, ça reste la triangulation. C'est tout simple, on recoupe les sources. Une info qui vient d'un seul endroit, ça reste une rumeur. Mais si cette même info est confirmée par, disons, un rapport officiel, un article dans la presse spécialisée et un contact sur le terrain, là ça commence à devenir un fait solide. On ne construit jamais une analyse sur un seul pied. Mais il faut être lucide. La menace la plus dangereuse ne vient pas toujours de l'extérieur, des fausses infos. Non, souvent, elle vient de l'intérieur, de nous-mêmes. Je parle de nos biais cognitifs, comme ce fameux biais de confirmation, qui nous pousse à ne chercher que ce qui confirme ce qu'on pense déjà. Et il faut ajouter à ça les biais des algorithmes, les fameuses bulles de filtre qui nous enferment petit à petit. Au final, le pire ennemi de l'analyste, c'est souvent lui-même. Et la première étape pour le combattre, c'est d'en avoir conscience. Bon, après tout ça, on pourrait se demander, mais pourquoi se donner tout ce mal? C'est le moment de tout reconnecter à l'objectif final, le but du jeu. Et il est très simple, avoir un impact concret sur la performance. Et parfois même, tout simplement, sur la survie de l'entreprise. L'histoire économique est pleine d'exemples d'entreprises qui avaient la bonne information au bon moment et qui n'ont rien fait. Kodak, ils ont inventé l'appareil photo numérique et ils l'ont mis dans un placard de peur que ça cannibalise leur vente de pellicules. Ou Blockbuster, ils auraient pu acheter Netflix pour une somme ridicule, ils ont dit non. Dans les deux cas, l'information était sur la table. Ce qui a manqué, c'est l'analyse et surtout le courage de prendre une décision. Aujourd'hui, on le voit bien, maîtriser l'information, ce n'est plus une option, c'est une question de survie. Et on revient au point de départ. Avoir les données, ça ne suffit pas. Ça ne garantit absolument rien. Le vrai défi, le plus difficile, c'est de dépasser ses propres biais, ses certitudes et d'avoir le courage de décider, de prendre des décisions stratégiques audacieuses. La valeur de tout ce processus, elle ne se mesure pas en téraoctets de données collectées, elle se mesure en nombre de décisions courageuses qui ont été prises grâce à elle. Ce qui amène une question finale, une question que chaque organisation devrait se poser. Face à ce déluge d'informations, est-on en train de naviguer avec une carte, une boussole, un cap? Ou est-on simplement en train de se noyer? Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que ne pas choisir sa direction, c'est déjà accepter de partir à la dérive.